Bonjour et bienvenue à l'épisode du podcast Les Cousines Bookin. Marie-Claire, j'ai fait une intro, puis là, je suis en train de me déconcentrer. Moi, ça me prend pas grand-chose quand je veux bien faire les choses pour me déconcentrer. Habituellement, c'est pas ma formulation habituelle. Et là, j'essaie de me récupérer. Mais je vais te lancer la balle comme ça. Rattrape vite, vite, vite. On parle aujourd'hui. Oui. On parle d'un roman que j'ai lu il y a fort longtemps, qui a été en réalité mon premier avis de lecture sur Instagram. Ça fait pas loin de 3 ans de cela. Oui, c'est parce que je suis une vieille Instagrammeuse. Et puis, on va parler de La fille qui avait bu la lune de Kelly Barnhill, qui avait été un coup de cœur pour moi. La raison pour laquelle je vous en parle aujourd'hui, c'est que je suis en train de lire un autre livre de la même auteure, L'ogresse et les orphelins, et c'est un deuxième coup de cœur lui aussi. Donc, en vous parlant du premier, je vais vous amener aussi à aller découvrir celui-là. C'est mon plan. Ouais, bon plan. C'est une stratégie coach efficace. On va suivre le plan du match, mais avant d'aller plus loin, maintenant que tu nous as présenté cette thématique avis de lecture, oui, j'inviterai les gens, nos auditeurs, les nouveaux comme les anciens, à s'abonner, partager, commenter, aimer les différents réseaux sociaux. Ici, je parle de moi pour Lectovero parce que je suis égocentrique, je commence par moi. Je vais y aller avec toi, les gens peuvent te suivre. La Raton Liseur sur Instagram. Vous pouvez venir nous rejoindre sur le compte Les Cousines Bookin. Avec ce magnifique titre qui me parle d'un jeunesse, je me trompe-tu? Il a l'air jeunesse, parce que Kelly Barnhill écrit pour la jeunesse. Donc non, tu ne te trompes pas à ce niveau-là. C'est quand même un roman qui fait presque 400 pages. Puis donc, pas écrit à double interligne, très large. Non, c'est un vrai 400 pages. C'est un vrai 400 pages. Et puis, on comprend que c'est pour un jeune ou une jeune qui aime lire, qui a déjà... Le plaisir de la lecture dans sa vie. Exactement, qui est capable de soutenir une lecture qui est longue. Puis au-delà du fait que ça s'adresse à la jeunesse, c'est pas un young adulte, parce que dans le young adulte, on va avoir beaucoup de romances. Ben, pas beaucoup, je dis pas beaucoup. Il va y avoir... On va s'octroyer le droit d'avoir de la romance, d'avoir... Il pourrait y avoir un certain niveau de violence, de la bataille, puis tout ça, tandis que dans le jeunesse, il n'y a pas ces notions-là. Mais ça fait pas pour autant que c'est un roman qui est nunuche et qui est facile et qui, au contraire, c'est une œuvre, selon moi, qui est écrite d'une main de maître, qui est racontée d'une façon tellement belle, tellement poétique, tellement subtile, que c'est un livre qui n'est que du positif. Dans le fond, on ressort de cette lecture-là avec des étoiles dans les yeux. Moi, ce que je comprends, c'est que ce livre-là, c'est celui-là qui t'a donné le goût de te lancer pour devenir une bookstagrammeuse. OK. Oui. Puis là, aujourd'hui, parce qu'au moment où tu as ouvert ton compte sur Instagram, peut-être que l'idée était germée, mais je pense que c'est un peu plus tard qu'on a commencé à débuter l'enregistrement des épisodes du podcast qui, à l'époque, s'appelait Samedi de lire. Mais là, aujourd'hui, ton plan de match est... Venez découvrir cette auteure-là parce que moi, je la redécouvre dans un autre livre. Exactement. Cette auteure-là, Kelly Barnhill, a écrit plusieurs romans, puis tous dans le jeunesse. Celui-là, c'est le premier qui a reçu une médaille, la Newbery Medal, en 2017. Donc, c'est un roman qui a été acclamé, qui a été vraiment apprécié. J'ai vu passer toutes sortes d'avis sur Instagram, puis il y a des gens qui ont peut-être pas autant apprécié, peut-être qu'ils s'attendaient à quelque chose de plus épique, puis de moins doux, si on veut. Mais par contre, on peut dire qu'en général, c'est un livre qui a vraiment plu. Elle a écrit plus qu'un roman, bien évidemment. À date, il y en a 2 seulement qui sont traduits en français sur tout ce qu'elle a écrit. Ici, on parle de La fille qui avait bu la lune et celui que tu es en train de lire. L'ogresse et les orphelins, qui est tout aussi exceptionnel et génial que le précédent. Je te dirais peut-être même une coche au-dessus. C'est une auteure, Kelly Barnhill, qui est américaine, qui a aussi écrit un roman en 2022 qui s'appelle When Women Were Dragons, qui me tente vraiment beaucoup, que je vais certainement tenter en anglais.
C'est un livre qui a été nommé comme étant un des meilleurs romans de science-fiction ou fantasy de 2022. Donc, tu sais, elle passe pas inaperçue. C'est une très bonne auteure. J'ai lu quelques-uns de ses livres en anglais parce qu'une fois que j'ai terminé celui-là, je me suis dit, allez, je me lance, puis comme c'est du jeunesse, ça va être facile à lire. C'est pas difficile à lire, ça se lit bien quand même. Je sais pas pourquoi dans la traduction, il se passe quelque chose de magique. J'aime tellement la langue française, la lecture francophone. Mon cerveau est branché de cette façon-là. Moi, quand les phrases sont belles en français, ça vient me bercer. Ça vient bercer mon âme. J'adore ça. Donc, voilà, c'est mon amour pour la langue française. Que veux-tu? Donc, mais les traductions sont tellement bien réussies. On parle beaucoup ces temps-ci d'une auteure qui s'appelle Becky Chambers, comme étant... Est-ce que tu en as entendu parler? Ben, par toi, je l'ai vu. Après qu'on en ait parlé, je pense que sur un des épisodes des dernières saisons, puis de certaines lectures qu'on a parlé ensemble en dehors des épisodes du podcast, j'ai aussi porté, mon regard était ouvert. Fait quand je voyais ça passer sur les différentes plateformes, j'étais comme, ah, OK, c'est ce que Marie-Claire me parle, puis tout ça. Pour vrai, je me suis jamais à donner à l'œuvre. Puis pour vrai, là, il faut vraiment que je passe par-dessus parce que son nom de famille me rappelle quelqu'un. Puis là, faut pas. Tu comprends? C'est niaiseux, là. J'ai comme un figement de me mettre en action à cause de l'auteur parce que j'ai le nom de famille qui me bloque. Des fois, on a des rigidités. On a des rigidités. Ben, en fait, mon parallèle, c'est que Becky Chambers, elle est considérée comme étant la reine de la science-fiction positive. Donc, au lieu d'être dans un peu comme on parlait dans le précédent podcast, tout ce qui peut mal se passer dans un avenir proche, tout ça, bon, blablabla, elle est plutôt dans ce qui pourrait bien se passer. Donc, on finit ses lectures, puis on se sent bien, reposé, serein, tout ça. Alors, c'est la même chose avec Kelly Barnhill. Elle a exactement le même genre d'effet, mais au niveau de la fantaisie. Et puis, c'est une grande, grande qualité. Et puis, c'est une conteuse exceptionnelle. D'ailleurs, si je reprends mon avis de lecture que j'avais fait il y a de cela 3 ans, ma petite vieille. Entre autres, là, j'explique que chapeau à l'auteur pour la narration de ce récit. Barnhill offre une histoire qui, en plus d'être infiniment belle, se lit comme un charme. J'avais l'impression d'entendre la voix du narrateur qui me racontait une bonne vieille histoire de sorcière autour du feu. C'est sa force principale. C'est vraiment la façon de raconter. Elle est la narratrice dans le conte. Et puis, donc, c'est pas une histoire qui est racontée à la première personne. C'est vraiment un conte qui est narré. Donc, nous, on est le spectateur. On se fait raconter l'histoire, un peu comme si on était au théâtre. Puis, on voit ce qui se passe devant nous. Et c'est rempli de détails, c'est rempli de mots riches, des belles phrases bien, bien riches qui nous mettent plein de couleurs dans la tête. Donc, ça veut dire que s'imaginer de quoi les personnages peuvent avoir l'air, de quoi l'environnement a l'air, ça devient facile parce que l'auteur a fait le travail pour nous. Et puis, dans l'histoire, dans le fond, de quoi est-ce que ça parle exactement, La fille qui avait bu la lune? Parce que là, je vous parle beaucoup de l'auteur parce que je veux vous amener à découvrir son œuvre. Parce que c'est un auteur qui vaut vraiment la peine, selon moi. Alors, chaque année, ici, les habitants du protectorat laissent un bébé en offrande à Xan, la sorcière qui vit dans la forêt. Les gens croient que Xan, c'est une sorcière qui leur veut du mal, à qui on doit donner un sacrifice pour qu'elle laisse la ville tranquille. Okay? Ils espèrent que ce sacrifice l'empêchera de terroriser leur ville. Ils ignorent que Xan est gentille et qu'elle ne comprend rien à cette étrange coutume. Avec Barnhill, on joue beaucoup sur ces perceptions-là, ces doubles perceptions-là, puis on va avoir exactement le même... la même approche. Dans l'ogresse et les orphelins. C'est qu'on s'imagine qu'un personnage est méchant, et puis on va avoir des préjugés, on va agir avec nos préjugés, alors qu'en réalité, c'est pas ça du tout. Alors, qu'est-ce que ça va avoir comme conséquence? Un peu. Alors, chaque année, Xan se voit contrainte de sauver le bébé ainsi abandonné pour le confier à une famille aimante dans le royaume voisin. Ah, mon doux. Mais cette année, le bébé sacrifié est différent des autres. La petite a un lien étrange avec la lune et a un potentiel magique sans précédent. Contre son gré, Xan se voit obligée de la ramener chez elle et de persuader ses amis réticents,
un monstre des marais grincheux, ainsi qu'un petit dragon, un dragon nain à qui personne n'osera révéler qu'il ne grandira jamais. Un petit dragon. Petit dragon. Alors, elle va les persuader d'élever cette étrange et attachante et turbulente petite fille, tout le monde ensemble. Xan a trouvé comment contenir la magie qui grandit à l'intérieur de l'enfant, mais bientôt approche son 13e anniversaire, ses pouvoirs vont se révéler. Puis là, je tiens à préciser là, que si vous avez l'impression que vous êtes fait divulgacher le livre, ceci n'est que la 4e de couverture. Voilà, on le voit sur la couverture, le petit dragon à qui personne n'osera jamais dire qu'il ne va pas grandir. Mais de toute façon, le livre, c'est tellement plus que ça. C'est tellement plus que juste cette histoire-là. C'est la relation qu'il va y avoir entre la jeune fille et la sorcière qui est adorable, et puis la perception qu'ont les villageois de la sorcière, et puis il va y avoir l'autre village également qui va rentrer en compte. Il va y avoir des beaux échanges, puis une belle finale, et jamais rien de dramatique. Tu sais, il y a toujours quelque chose de fâchant dans on va dire, dans les préjugés qu'ont les autres envers les héros, dans ces histoires. Sauf qu'il y a un dénouement qui est positif, qu'on voit pas toujours venir non plus. C'est pas moralisateur du tout, c'est juste un conte qui se termine bien. Une belle histoire, bien écrite, bien racontée. Mais avec un fond de douceur qui suit du début à la fin. Oui, puis qui nous donne... qui calme les angoisses. Parce que moi, je lis à peu près de tout, mais il y a des romans vraiment qui vont m'emmener qui vont me fâcher. Tu comprends, ça sert à ça un peu, ça sert à faire vivre des émotions, les romans. Mais je peux pas toujours lire des histoires qui vont me terroriser, qui vont me fâcher, qui vont me tenir à cran, puis qui vont me donner le goût tu sais, tu comprends, là, Il y en a qui diraient que la vie sert déjà à ça. Pourquoi aller chercher la même chose dans la littérature? C'est un peu ça. Alors, des fois, avoir une lecture qui nous réconforte, qui nous fait du bien, une lecture doudou, ça sert à ça, mais c'est pas qu'une lecture doudou nunuche, là. C'est une belle, belle, belle histoire, très bien racontée. Fait que moi, je vous invite à aller lire La fille qui avait bu la lune, et sinon, ou également, L'ogresse et les orphelins. Puis si vous êtes à l'aise avec à lire en anglais, elle a plein d'autres titres là, qui valent vraiment la peine d'être lus. Tout ce qu'elle a fait, c'est bon. Les 2 livres ont été publiés dans quelle maison d'édition? Chez... bouge pas, que je prenne mon livre. Ici. Les éditions PH, c'est pour Petit Homme. Okay. Puis probablement que c'est une maison d'édition que moi, je connais pas. Fait que je vais aller faire des recherches pour voir. Puis c'est encore disponible. Oui? OK. Parce que c'est ça que je me disais. Vu que si cette maison d'édition-là n'a pas tout publié, probablement que ça doit être des choix éditoriaux de chacun des carnets. Oui, c'est ça, par année. Je me pose toujours la question. Si quelqu'un travaille dans l'édition et a la réponse, veuillez m'écrire, s'il vous plaît. Je me pose toujours la question, qu'est-ce qui motive une maison d'édition à traduire un titre et à ne pas traduire la bibliographie complète d'un auteur? Je sais qu'il y a des coûts reliés à ça, je peux comprendre. Mais je me dis que s'il y en a un qui a vraiment bien vendu, pourquoi est-ce qu'on laisse passer 3 romans, par exemple, qu'on ne traduira pas et que là, tout d'un coup, le 5e, on va le traduire celui-là aussi? Tu comprends? Voilà, c'est une drôle de question. Je me pose vraiment la question. C'est une bonne question, c'est une drôle d'état de situation. Oui, voilà. Donc, c'est ça, je me pose la question. Là, on sent qu'on est dans un... Oui, à la fin, il y a la petite douceur qui s'est placée tout au long de ton avis de lecture, puis de ton désir. Tu sais, coach, je pense que tu as atteint ton plan de match, là. Oui, les gens vont aller Oui, moi, je le sens. Au minimum, là. Mais pour vrai... Je suis prête, là. Parce que je suis d'une belle curiosité. Comment tu peux nous avoir créé un quiz à partir de ça? En fait, c'est un quiz. Il n'y aura pas de bonne ou de mauvaise réponse. C'est moi qui vous pose la question, à savoir si les personnages imaginaires que je vais vous nommer, selon vous, dans les contes, est-ce qu'ils sont automatiquement bons ou mauvais? Puis là, je veux que vous me nommiez un personnage pour soutenir votre réponse. Okay. Puis vous pouvez donner les 2 réponses. Vous pouvez me dire, il peut être à la fois bon et à la fois mauvais, mais nommez-moi un personnage pour soutenir. Puis si vous n'en avez pas, passez à la question suivante. OK? Alors, moi, je vais vous poser la question suivante. Selon vous, dans les romans, dans le monde de l'imaginaire, pas seulement que les romans, mais ça peut être aussi dans les films, séries télé, peu importe, dans le monde de l'imaginaire, un dragon, est-ce que c'est bon ou est-ce que c'est méchant? Et dans les 2 cas, si vous avez des exemples, je veux que vous me nommiez
un dragon. Le premier qui te vient en tête, Véronique, le tout premier. Là, c'est parce que j'étais en train de lire, j'étais en train d'écouter la série Dragon Blood. Dragon Blood. T'es vraiment dedans, là. Ouais, là, j'ai écouté le premier puis le deuxième tome. Pour l'instant, c'est des dragons méchants. Vous pouvez me dire aussi que le dragon, c'est un animal qui est vraiment complexe puis qui a une personnalité qui peut... qui se catégorise mal. Ouais, mais non, mais je suis capable. J'ajouterais le trône de fer, là, Game of Thrones, que je dirais que les dragons sont pas super fins, mais ils sont pas fins parce que c'est la maîtresse qui le dirige. Voilà. De ses actions. Puis j'ai Eragon. Ah. Puis là, moi, je serais dans le gris. Eragon me ferait penser à des dragons plus nuancés que les deux autres que je t'ai nommés. Super. Fait qu'on continue avec ma deuxième catégorie, les ogres. Mais là, je viens de penser à Shrek parce que j'ai dit Shrek tantôt. Il est fin, Shrek. Il est fin, Shrek. Ben oui. D'autres univers que le livre, mais je suis pas capable de cibler, de dire ah oui, dans ce jeu-là ou dans cette série-là. C'est comme un personnage toujours un peu creepy, secondaire, en arrière-plan, qui vient attaquer sans aucune raison parce qu'il est un peu niaiseux, là. Je sais qu'il y a un jeu qui ont fait un film que j'ai écouté et que j'ai adoré. OK. Puis un petit bébé, puis la maman. Oh. Ouais, c'est ça. Mais bon, je suis pas capable. Je vais avoir votre avis sur les ogres, bons ou mauvais, avec des noms à l'appui. Ensuite, la troisième catégorie, les sorciers et les sorcières, bien évidemment. Ça, il y en a une tralée, là. Absolument. Je vais dans le facile. Là. OK. J'ai, Dorothée. Oui. On a des deux, là. Mais tu sais que dans Dorothée, on appelle méchante fée et bonne sorcière. Bon. Hein? Vois-tu à quel point? Je savais pas, mais je pensais que... Ça. Bon. Puis après ça, je vais aller dans un autre facile, Harry Potter. Bon. Hein? Tout dépendant dans la maison dans laquelle tu étais, puis... Il y en a beaucoup, hein? Fait que non, je pense que là, ça, c'est... On peut se polariser. Celui-là, on peut se polariser, puis on peut aussi juste aller nommer-moi celui qui selon vous, représente le mieux... Rogue. Est-ce que Rogue, c'est le sorcier positif ou la sorcière positive, et l'inverse, le sorcier négatif, méchant, puis celui qui fait que tout foire dans l'histoire. Actuellement, je suis en train d'écouter le livre « La première leçon du sorcier » puis je dois dire que le sorcier est, pour l'instant, bon gris. OK. C'est ça, hein? Ouais. Hey, c'est complexe, hein? Mm-hmm. Ensuite, la quatrième catégorie, on parle des elfes. Seigneur des Anneaux. C'est ça, dire Seigneur Jésus. Voilà, je veux dire, moi, j'ai un coup de cœur à vie pour cette œuvre-là. Merci Peter Jackson de l'avoir mis mis en image. Oui, c'est ça. Encore là, y a-tu plus... Parce que j'ai lu Le Seigneur des Anneaux pas au complet, mais j'ai écouté les films au complet, puis je dirais les elfes sont fins, mais j'ai écouté Silmarillion, puis je suis désolée, là. Fait que, voilà, c'est ça. Ma cinquième catégorie, la dernière catégorie, les gobelins. Alors, les gobelins, c'est ça. C'est ça, hein? Encore là, on dirait que je réfère à Harry Potter. Oui, on a ceux qui sont à Gringotts dans Harry Potter. Il y en a. Ils sont plutôt... en tout cas, ils sont pas très... pas amicales, je veux dire. Ils ont quand même enchaîné un dragon dans leur voûte. Ouais. C'est vraiment méchant, ça. Ouais, OK, ils sont pas fins. Mais tu sais, ils passent leur vie à est-ce que vous en connaissez? Oui, c'est ça. En connaissez-vous des gobelins gentils dans une histoire? Puis sinon, oui, tu sais, nommez-moi là, puis... moi, je vais apprendre. Présentez-moi, exactement, c'est ça. On veut savoir. On veut savoir, vous, qu'est-ce qui pop dans votre tête en premier quand je vous nomme ces personnages-là, méchants, gentils, puis votre personnage symbolique, celui qui revient en premier en vous disant, tu sais, comme par exemple, moi, Dragon, le plus loin que je me souvienne, celui qui pop le premier dans mon imaginaire, c'est Falcor. Oui. C'est Falcor. Puis après ça, je suis obligée de dire que j'ai un préjugé très favorable envers les dragons parce que dans mes lectures, je vais aller chercher des histoires où les dragons sont sages, sont gentils, sont magnanimes. Non, c'est pas vrai, ils sont jamais ça vraiment. Mais ils sont tellement plus intelligents et plus érudits que les humains que c'est normal qu'ils dans soient le sorceleur aussi, il y en a, mais je suis pas rendu... dans la série, on nous le glisse un peu, mais comme je suis en train de lire, j'espère qu'on va me présenter les dragons autrement que ce qu'on a pu effleurer dans la série. Mais le sorcier, j'ai pensé à Nevermore.
Ah, ben oui. Oui, il y a ça aussi. Parce que des fois, j'aime ça faire l'effort de dire sortons du sorcier Harry Potter. Là. Exactement, oui. Ben, c'est pour ça, il y en a vraiment beaucoup. Donc, si on veut se faire une idée un petit peu de ce que vous lisez, quelles sont vos préférences, puis donc, il faut évidemment aimer un peu le fantastique pour vouloir participer à cette catégorie-là. Mais si c'est votre cas et que ça vous fait vibrer, alors venez nous partager vos impressions. Alors, ces personnages sont bons ou sont mauvais et avec un personnage à l'appui pour appuyer votre point. Un nom. On veut des noms. On veut des noms. Voilà. Encore, tu me sors de l'inattendu. Jamais je... te sors de l'attendu. Ouais. Moi, je te sors de l'inattendu, je tombe dans l'attendu. Ouais, non, c'est ça. Merci de me ramener. Non, mais là, ça fait juste... Professeur. Non, mais... faut toujours qu'on ait cette petite affaire-là qui dit « Ah, c'est l'heure d'aller dîner. » Tout à fait. Ça arrive un podcast sur 3. Oui, on se rappelle que c'est l'heure! On vous dit, hey, c'est l'heure d'aller dîner. On déparle. Oui, c'est ça, mais je voulais souligner le fait que par ta recherche, par ta créativité, tu avais été capable de m'apporter dans un quiz magnifique que j'adore, qui fait le lien entre ton avis de lecture qui était aujourd'hui celui qui concernait le livre La fille qui avait bu, c'est ça la fille, hein? Oui. Qui avait bu la lune. Oui. Puis l'univers du fantastique. T'es une maîtresse, t'es vraiment excellente. Merci, j'adore. Ça me fait plaisir. Il va y en avoir d'autres dans D'autres quiz. D'autres quiz. Bien sûr. Parce qu'il y aura d'autres lectures. Et voilà. Et c'est sur ces magnifiques mots que je vous souhaite à tous de passer de magnifiques moments. Merci pour cet épisode, Marie-Claire, qui probablement m'amène pas avec autant d'étoiles dans les yeux que si j'avais lu le livre, mais je termine cet enregistrement-là avec beaucoup de plaisir, beaucoup de joie. Je veux pas te couper la parole, là. Tu voulais-tu dire quelque chose avant de conclure? Ben non, moi aussi, en réalité, je suis enchantée d'avoir fait cet enregistrement, et puis je suis contente de partager avec vous mes avis de lecture. Puis si ça peut vous amener à faire des découvertes, tant mieux. Je suis là pour ça. Bien, merci énormément. Puis, j'espère que vous avez apprécié cet épisode-là. N'hésitez pas à venir nous rejoindre, vous abonner, commenter, partager et aimer les différents réseaux sociaux de Marie-Claire. Moi, c'est Marie-Claire, c'est la raton liseur et moi, c'est Lecto Véro. Et surtout, venez nous rejoindre sur le compte Instagram des Cousines Bouquines, qui est le compte de ce podcast-là. Ouais. Et d'ici notre prochain partage, je vous souhaite à tous de magnifiques moments livresques et au plaisir de vous revoir ici ou ailleurs. Au revoir. Bonne journée!